Manque de chance, ces champs de pétrole sont au bord de l'épuisement. Il est donc grand temps pour la Grande-Bretagne d'élargir enfin son horizon. Et donc nous voilà partis pour une nouvelle aventure, et cette fois, direction la Perse. Et là où, pour une fois, eh bien, la chance va sourire aux Britanniques. Depuis 1901 déjà, vous avez un investisseur anglais qu'on appelle William Knox Darcy, a mis la main sur un territoire 2 fois plus grand que le Texas, au sud du golfe Persique. Imaginez, c'est une terre aride, dure, isolée, chaleur étouffante, accablante même, qui accable les prospecteurs, à la recherche de nouveaux puits, difficile, hein, mais Darcy s'en fiche littéralement, il n'a pas peur, il ne renonce pas. On a l'impression que je vous raconte Darcy, un épisode d'une série télé, mais pas du tout. En 1907, alors que notre investisseur arrive à court de fonds, la Burma Oil envoyée par la Royal Navy vient en renfort. Un an plus tard, pas très loin du fleuve Karun qui se jette dans le golfe Persique, un des géologues employés par Darcy fait enfin jaillir du pétrole de la terre jusque-là stérile. Ce territoire, qui plus tard sera appelé la plaine du Naft, relève de la Providence, évidemment, pour la Grande-Bretagne. Au moment de l'acquisition de cette concession, Darcy ne savait pas qu'il venait de subtiliser tout simplement aux Russes comme aux Hollandais l'une des principales sources futures de pétrole au monde. Le gouvernement perse effectivement, a commencé par proposer ce même territoire au départ à la Royal Dutch Shell en échange de 20 000 livres. Imaginez ça un peu. Le négociant chargé de l'affaire, Calouste Gulbenkian, avait refusé à l'époque, il trouvait l'offre absolument ridicule. Alors, il ne va pas falloir longtemps pour réaliser, lui en tout cas, pour réaliser son immense erreur, évidemment, mais trop tard. Darcy a déjà avancé ses pions. Et faisant d'une pierre deux coups, à quoi ça tient l'histoire, hein. Faisant d'une pierre deux coups, notre investisseur anglais a également subtilisé les terres perses à la Russie, qui cherchait de son côté aussi à acquérir une domination entière sur l'Asie centrale. En 1909, William Knox Darcy et la Burma Oil s'allient pour former l'Anglo-Persian Oil Company, qui se place en tête tout simplement de la production perse d'or noir. En 1913, le nombre d'automobiles augmente considérablement aux États-Unis et les besoins en fuel de la flotte britannique, eh bien forcément, de la même façon, ne cessent d'augmenter. Les États-Unis exportent moins et l'Anglo-Persian Oil Company n'est pas en capacité d'accélérer, elle, sa production de pétrole. Résultat, eh bien, le prix du pétrole flambe, il faut réagir. Le 17 juin 1914, Winston Churchill, qui est le premier lord de l'amirauté depuis 1911, propose un projet de loi radical qui est largement adopté par le Parlement. Le gouvernement britannique va acquérir tout simplement 51% des parts de l'Anglo-Persian Oil Company, lui donnant ainsi les fonds nécessaires à son expansion. Pour la première fois de l'histoire mondiale, une compagnie pétrolière devient nationale. Moins d'un mois plus tard, le 1er août 14, vous le savez, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le 3, c'est au tour de la France et de la Belgique qui toutes deux sont alliées à l'Angleterre. Le même jour, un avion allemand effectue en Lorraine le premier bombardement aérien du conflit. Ça y est, la Première Guerre mondiale est lancée. L'acquisition d'une compagnie pétrolière par le gouvernement britannique était véritablement, on peut le dire, une décision heureuse. Dans ce nouveau contexte évidemment belliqueux, le pétrole est propulsé au centre d'un des plus gros conflits de l'histoire, et certainement le plus gros à cette époque-là. Et l'or noir devient la clé de voûte de toutes les stratégies militaires. Effectivement, dès les premiers mois du conflit, la question de la mobilité des soldats s'avère être majeure. Alors que l'armée allemande arrive aux portes de Paris, vous le savez, en septembre 14, l'état-major français se démène pour stopper l'avancée ennemie. C'est alors qu'est engagé le fameux épisode que vous connaissez, j'en ai déjà parlé, des taxis de la Marne. Plus d'un millier de taxis sont réquisitionnés par le gouverneur militaire de Paris pour acheminer 5000 soldats jusqu'au front. Et vous l'avez compris, ces taxis sont alimentés à l'essence, bien sûr, hein, c'est évident. Et les nouvelles troupes, en bien meilleure forme que les soldats déjà engagés dans le combat, permettent en fait à la France, bon, alors on en a fait beaucoup, c'est un épisode, c'est un petit épisode évidemment, mais tellement magique à raconter, c'est vrai. Ça a permis certainement de stopper en tout cas l'avancée allemande, ça a permis aux soldats français évidemment de gagner, ou en tout cas de stopper les Allemands sur la Marne, et de repousser, ou en tout cas de les isoler, de les bloquer loin de Paris. Bon, dans les faits,
La majorité des centaines de milliers de soldats dépêchés sur place sont transportés à bord de trains. Vous avez compris, c'est évidemment pas les taxis qui ont amené toute l'armée française, c'est évident. Et les trains fonctionnent encore à la vapeur. Toujours est-il que la possibilité d'accroître la mobilité des troupes grâce au pétrole, évidemment, saute aux yeux des stratèges militaires suite, évidemment, à cet épisode des taxis de la Marne, qui finalement, c'est un petit épisode, évidemment, mais comment dire, c'est un exemple frappant, très concret, qui leur montre qu'enfin, parce que on a beau dire, mais vous allez dire que encore une fois, je vais être un peu le rabat-joie. Mais ça fait un moment que l'armée française n'a pas été en avance. Ça fait un moment qu'elle dit que l'aviation ne fonctionnera pas, que ça marchera jamais, etc. Ça fait un moment qu'ils ne croient pas dans les technologies, dans les nouvelles technologies, etc. Et voilà ce que ça donne. Et ça sera la même chose en 40. C'est ça le problème, c'est que voilà, on était encore une fois pas très à jour, si vous voulez. Donc une nouvelle ère militaire se lance avec l'arrivée dès 1916 des premiers chars, bien sûr, et puis avec évidemment les canons qui vont suivre. Et déjà en août 14, quand les combats viennent de commencer, le colonel Étienne, colonel français, déclare à son régiment: Messieurs, la victoire appartiendra dans cette guerre à celui des deux belligérants qui parviendra le premier à placer un canon de 75 sur une voiture capable de se mouvoir en tout terrain. Alors quand je dis que l'armée n'est pas visionnaire, pas tous, la preuve, il venait d'inventer, entre guillemets, le char d'assaut. Et presque au même moment, côté anglais, vous avez un ingénieur du nom de Swinton qui cherche à transformer justement des tracteurs agricoles en véhicules capables, c'est le cas de le dire, de percer les lignes barbelées et de transporter l'artillerie lourde sur n'importe quel terrain. Donc quand une idée est dans l'air, finalement elles finissent par se rejoindre. Le 31 janvier 1916, le projet est finalisé. Vous avez 400 chars, les tout premiers qui sont mis en activité sur le sol français, c'est chez nous. Et les chars britanniques qu'on appelle des tanks, c'est-à-dire des réservoirs en français, sont à leur tour déployés en 1916 dans la bataille de la Somme. C'est une première mondiale.